Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la commune des Communs, donc qui est une table ronde sur la commune de 1871 dans un premier temps et de comment on l'a fait revivre aujourd'hui au travers d'exemples très concrets de comment on construit des communs sortis du capitaliste aujourd'hui dans différents coins de cet hexagone qui constitue notre pays. Donc dans un premier temps, je vais laisser la parole à nos camarades de Carnage Total XR, qui sont co-organisateurs avec nous et avec qui on a fait un truc très sympa ce matin, et je vais laisser Ziz en parler. Ensuite, on a les copains des féministes révolutionnaires et de l'UCL qui vont vous partager pourquoi dans leur organisation la commune c'est un modèle et quel héritage ils les en tirent. Puis je vous ferai moi-même un point sur le projet de PEPS qui s'appelle la seconde commune, et dans un second temps qui va constituer le gros de la soirée, on va accueillir du coup la Maison du Peuple de Nantes, Énergie de Nantes, la Source de Dunkerque et Cause Commune qui est une radio parisienne, et chacune de ces initiatives va vous expliquer comment on peut se réapproprier les flux essentiels à notre subsistance, le logement, l'alimentation, l'information et bien sûr l'énergie. Donc voilà, Ziz, à toi l'honneur. Du coup, bonsoir à tous. Déjà, donc j'ai très envie de remercier tout le monde d'être là, et puis Merlin aussi, avec lequel on a organisé cet événement, et avec les camarades de PEPS, et en particulier pour cette seconde table ronde là, qui va être super cool et à laquelle on tient beaucoup côté Carnage Total, de commencer à parler vraiment d'alternatives émancipatrices. C'est quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir très concrètement, notamment en ce moment, c'est clair. Voilà, donc je remercie tous les camarades de s'être déplacés aussi depuis Nantes et depuis Dunkerque. C'est vraiment cool, le féministe révolutionnaire d'être là et d'avoir été là ce matin, les camarades de l'UCL d'être là ce soir, et les camarades de PEPS. Du coup, je parle pour Carnage Total. Donc Carnage Total, juste pour resituer, c'est une campagne d'extinction rébellion qui s'est construite il y a à peu près un peu plus de 2 ans, en lien avec la coalition internationale Stop ECOP, qui agissait contre le projet ECOP de Total Energy, un grand pipeline chauffé en Ouganda et en Tanzanie. On représente plus beaucoup aujourd'hui, parce que c'est devenu un peu le symbole des projets néocoloniaux de Total, quoi. Et donc il y a eu une grande lutte qui s'est construite autour de ce projet à l'international, sur la base des collectifs locaux là-bas. C'est parti de là-bas, cette coalition-là. Et du coup, c'est un projet où beaucoup d'organisations ont été impliquées, et on a eu le bonheur de voir quelques réussites, c'est-à-dire des retraits financiers du projet, un vrai ralentissement du truc et tout. Mais dont on a le malheur de constater aussi que c'est un projet parmi juste des milliers d'autres, et qu'en fait, il nous faut un déploiement de force qui est juste absolument considérable pour lutter contre un projet, alors qu'en fait, il y en a des centaines, et qu'il y a tout un système fossile qui est fait et extractiviste aujourd'hui de plus en plus, son petit frère qui est plus subtil que ça, et que les pétroliers, dans lequel les pétroliers commencent à s'insérer, c'est-à-dire à commencer à faire du renouvelable, à proposer un futur tout électrique, d'aller sur un extractivisme à outrance qui va répéter ce qu'était le fossile, enfin il répète déjà ce qu'était le fossile et va le faire de la même manière, quoi. Et donc voilà, on a, au-delà de ce projet ECOP, au-delà de tous ces projets, on a un système fossile qui est considérable, qui est fait de multitudes d'entreprises, de multitudes de mécanismes qui sont pluricentenaires depuis que la colonisation et l'accaparement des ressources, nos sociétés occidentales se sont mises là-dedans. C'est des réseaux d'influence, c'est des logiques propres, et aujourd'hui, cette campagne-là, Carnage Total, elle a aussi pris le tournant d'essayer d'aller plus loin que ce simple projet, de se poser la question de ok, comment on lutte concrètement contre le système fossile et tout ce que ça implique, quoi. Et en tant que pilier du capitalisme aussi, c'est-à-dire que si on a en tant qu'écolo une vision un minimum transformative de la société, c'est-à-dire que si on se dit que ok, il y a clairement des choses qui ne vont pas, il y a à l'interface des autres luttes, avec les camarades avec lesquels on lutte au quotidien aujourd'hui, féministes, décoloniaux, etc., on voit que ce qu'il nous faut, en fait, c'est juste un changement de société total, quoi. C'est-à-dire on peut laisser ces entreprises faire pour revenir avec tout ça, et qu'en tant que tel, si on a une vision transformative de la société et donc une pensée un minimum révolutionnaire, c'est aussi pour ça que voilà, on lutte contre Total et contre le système fossile en tant que pilier du capitalisme, en tant que pilier du fascisme demain, comme il l'a déjà été au cours du XXe siècle, en tant que pilier des guerres à venir
aussi, et que si on veut faire la guerre à la guerre, faire la guerre au fascisme, il faut aussi penser comment on peut en saper les bases matérielles, comment on peut lutter sur tous les aspects différents qui lui permettront d'exister, et qu'il faut lutter directement contre lui, mais il faut aussi lutter contre ce qui lui permet d'exister. Et il faut aussi développer et réfléchir aux perspectives émancipatrices qu'on peut lui opposer à cette logique mortifère, destructrice, va-t-en-guerre. Il va falloir réfléchir aussi à ce qu'on peut lui opposer de manière assez concrète. Et que, du coup, quelque part, partant de ce constat-là, je pense que le cheminement qu'on fait avec Carnage Total, c'est de se dire qu'en effet, on fait juste partie d'une grande lutte collective face à tous ces problèmes-là. On a envie de porter une vision transformative de la société, et nous, en fait, quelque part, on est des personnes qui réfléchissent aux fossiles là-dedans et qui essayent d'interfacer ça avec tous les camarades qui font 10 000 trucs ailleurs. Et donc voilà, on est à peu près là, et en fait, notre réflexion, elle commence plus ou moins, c'est un peu ma perception du truc aussi, mais à aller selon 4 axes qui sont d'abord de nourrir une vraie pensée critique du système fossile et des systèmes fossiles et extractivistes, de réfléchir à comment, quand on gagne en intelligence fine sur qu'est-ce qui fait réseau, quelles sont toutes les entreprises impliquées, leur réseau d'influence, etc., comment on réfléchit à leur causer des dommages stratégiques, matériels, médiatiques, voilà, et qu'on devient intelligent là-dessus, comment on interface avec toutes les luttes amies, c'est-à-dire comment leur lutte se rapporte au fossile, mais surtout comment le fossile aussi se rapporte à leur lutte, etc., parce qu'on est tous un peu liés, tous et toutes ensemble. Évidemment. Et la dernière, c'est de développer des alternatives émancipatrices et de réfléchir même sur la question de l'énergie. En fait, ça ne nous paraît pas si évident que ça de se demander qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'alternatives énergétiques. En fait, c'est un truc qui n'est pas super exploré, donc c'est super cool aussi qu'on ait cette table ronde tout à l'heure, en particulier les camarades d'Énergie Monde qui vont parler de ça, mais aussi sur tous les autres sujets qui sont liés et qui sont tous super importants, l'alimentation, le développement, de la formation, etc. Je vais finir sur Carnage Total, désolé c'était un peu long, en disant que là tout ce dont je viens de parler aussi, on propose un calendrier d'action en mai, on a envie que ça ressemble un peu à toutes ces idées-là qu'on vient de proposer. Donc c'est vaste, c'est confus, système fossile et extractiviste, il y a beaucoup de choses dedans. Maintenant on peut commencer à essayer de le comprendre, on peut commencer à essayer de faire des événements qui nous permettent de produire de la pensée critique sur le truc, commencer à réfléchir aux alternatives émancipatrices qu'on peut défendre et tout. Et voilà, et du coup en mai, on a déjà plusieurs organisations qui pensent à des actions et des événements. Il y a plusieurs groupes locaux d'Extinction Rebellion en France qui se mobilisent là-dessus. Et si vous avez envie d'en parler, on serait ravis d'en parler avec vous. Et voilà, et de voir comment aussi cette lutte fossile peut se mettre au service des autres, etc. On va parler aussi maintenant de ce qui nous rassemble aujourd'hui, pardon, donc c'était un peu long cette intro, pardon. On se rassemble autour de cette période qui est la période d'anniversaire de la commune, donc le 18 mars 1971, vous connaissez la date. On célèbre cette date en tant que personne porteuse d'une vision transformative de la société, d'une pensée un minimum révolutionnaire. Cette date, elle fait écho pour à peu près tout le monde ici. Je tiens à dire que si on la célèbre aussi, on pleure aussi nos camarades de la Gaieté Lyrique. Je tiens à dire un mot là-dessus aussi, 450 mineurs isolés, où la préfecture et la mairie a décidé en cette date d'exercer tout ce qu'elle avait de plus injuste et de raciste, et c'est bien, une date qui est symbolique aussi pour nous, et que voilà, enfin, je tiens à dire aussi un mot là-dessus. Et parlant de date, donc on parlait du 18 mars 1871, aujourd'hui on est le 26 mars, et en fait, si on a choisi cette date, c'est pas totalement au hasard, c'est pas parce qu'on cherchait une date proche du 18 mars, c'est aussi parce que le 26 mars 1871, il s'est passé autre chose, qui est la proclamation d'une commune au Creusot. Donc comme vous le savez peut-être, il y a eu plusieurs communes en France, qui, si elles étaient allées plus loin, ça aurait pu donner quelque chose de très intéressant dans l'histoire, et qui se sont fait réprimer très très rapidement. La commune du Creusot n'a duré qu'1 jour. Et en ce jour du 26 mars 1871, il y a un ouvrier qui s'appelle Jean-Baptiste Dumay qui a hissé le drapeau rouge sur la ville du Creusot et a proclamé la commune du Creusot. Et on a voulu répéter ce geste ce matin, on a mené une action là-dessus, et sur le siège d'une entreprise à laquelle appartenait la ville entière du Creusot à l'époque, qui s'appelle Schneider, dont vous avez peut-être entendu parler, qui aujourd'hui s'appelle Schneider Electric, et qui à l'ancienne s'appelait Schneider et compagnie, les frères Schneider, etc. Et donc, si le Creusot vous parle peut-être pas, ce qui est normal, ça a été une ville, en fait, un des premiers bastions ouvriers qui a une vraie
importance dans l'histoire du mouvement ouvrier français, en fait, puisque c'est une des premières grandes villes ouvrières, où il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers, donc ça a été assez structurant, en fait, dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les gens de l'Association internationale des travailleurs, par exemple, ils sont passés très tôt pour voir aussi comment ça se passait, les luttes et les grèves là-bas, etc. Donc ça a été assez structurant en un sens. Ce qui s'est passé dans cette ville du Creusot dans l'histoire, et ça a duré pendant 150 ans. Elle a commencé à exister par les frères Schneider qui l'ont racheté entièrement, on va reparler de ça vite fait, en 1836, et elle a été complètement finie d'être délocalisée en 1984. Donc 150 ans d'histoire ouvrière assez significative, avec au milieu cette commune du Creusot proclamée par un ouvrier et que du coup on a tenu à célébrer ce matin en allant sur le siège de Schneider Electric pour rappeler cette histoire-là et rappeler aussi tout le reste de l'histoire de Schneider sur laquelle on va revenir progressivement, brièvement. Donc Schneider, on les a revisibilisés assez récemment par les organisations écologistes parce qu'ils sont impliqués sur le pipeline ICOP. En fait, ils en fournissent les infrastructures électriques, des solutions logicielles, etc. Parce que c'est ce que fait Schneider. Donc vous ignorez peut-être que Schneider, c'est 150 000 personnes qui travaillent pour Schneider. Pour comparaison, au total, c'est 100 000. Donc c'est vraiment colossal. C'est une multinationale française qui est au CAC 40 et qui du coup est le numéro 1 de la distribution électrique, le numéro 1 du contrôle industriel, c'est-à-dire des solutions logicielles pour l'industrie. Donc c'est vraiment un truc qu'on connaît peu, mais qui est assez colossal en fait dans le monde, quoi. Parce que en termes d'employés, c'est 150 000, mais que 16 000 en France, donc que 10% en France. Et du coup, Schneider est impliqué au-delà d'ICOP sur une quantité de projets qui est absolument colossale, quoi. Schneider, c'est 30% du pétrole raffiné dans le monde, ils sont impliqués dedans, 60% du gaz naturel, ils sont impliqués dedans, et ils s'impliquent de plus en plus, de toute évidence, qui font de l'électricité à la base, sur les mines, l'extractivisme, etc. Et c'est quelque chose aussi qu'ils vendent au quotidien maintenant, qui sont en mode le monde de demain sera électrique, et nous, on est les plus chauds du game, quoi. Donc c'est aussi une boîte qu'il va falloir regarder à l'avenir parce qu'ils sont déjà un nœud stratégique très important du système actuel et ils vont l'être encore plus demain vu la place qu'ils ont déjà, quoi, avec tous leurs potes, Total, etc. Et voilà, mais aussi, ce qui est intéressant avec Schneider, c'est que c'est pas que ça, c'est qu'aujourd'hui on peut regarder ça et se dire « Waouh, c'est chaud », et en fait on regarde l'histoire et on se dit « Ah ouais, c'est vraiment super chaud, quoi ». C'est-à-dire que l'histoire de Schneider, elle a commencé en 1830 en fait, avec le début de la colonisation de l'Algérie, où quand la France arrive là-bas, elle met la main sur les richesses de la Casbah d'Alger, où ils ramènent tout en France et ils se partagent ça entre quelques familles, dont le roi Charles X, et ça fait la fortune de très grandes familles et qui permettent en particulier au Schneider, qui était banquier et qui s'occupait de la logistique de l'expédition coloniale, donc ils étaient plutôt bien placés, de récupérer une thune tellement énorme qu'ils rachètent la ville entière du Creusot, avec ses fours métallurgiques, de quoi loger des milliers de personnes, etc. Ils rachètent tous les bâtiments de la ville. Et ils en font une cité ouvrière industrielle massive qui durera donc 150 ans et qui sera aussi un théâtre de lutte ouvrière vraiment très très importante, de très très grandes grèves, de très grands mouvements de femmes d'ailleurs qui sont assez peu étudiés mais qui ont été des très grandes animatrices du mouvement, etc. Et donc en 1836, ils rachètent le Creusot. Il y a des grandes grèves en 1870, il y a cette commune du Creusot en 1871 qui est vite réprimée. Il y a à nouveau des grandes grèves en 1899, il y a une grande grève générale en cette année-là. Ils licencient 1200 personnes, ils obligent les gens à adhérer aux syndicats patronaux. Donc en fait, il y a aussi une véritable histoire des luttes ouvrières qui est liée à Schneider. Et si on s'intéresse à Schneider, c'est très facile du coup de faire revivre aussi l'importance des luttes du travail qu'il y a eu là-bas et qui ont vraiment été assez Et plus tard, parce que c'est pas fini, Schneider c'est aussi un fabricant d'armes, fabricant de canons pour écraser les révolutions du 19e siècle, fabricant d'obus et de chars qui ont servi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, financeur, selon la gauche, du parti nazi dans les années 30, collaborationniste en 1940 pour fournir des obus et des trains aux Allemands, puis avant de délocaliser leurs activités après 150 ans d'histoire française pour tout mettre en Asie. Donc voilà, c'est des personnages assez sympathiques de l'histoire. Et donc on se dit que si aujourd'hui, s'ils collaborent sur tous les projets néocoloniaux possibles et inimaginables, mais qui sont un peu plus discrets et qui ont aussi appris l'histoire à peut-être moins se montrer et à toujours faire la même chose malgré tout.
Je vais juste finir en disant pourquoi on parle de ce qui peut paraître être des vieilleries. C'est parce que, en fait, ce dont on s'est rendu compte aussi en montant cette action-là, c'était que ces vieilleries, elles ne sont pas tout à fait, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas... Il y a énormément de sujets sur lesquels on peut pas voir les choses autrement que dans le temps long, quoi. C'est-à-dire que nous, typiquement, on s'intéresse à Total. On ne peut pas s'intéresser à Total sans parler de néocolonialisme, sans parler de France-Afrique, et sans parler du temps long, en fait, de la colonisation. La lutte coloniale, c'est quelque chose qui se lie dans le temps long, et toutes les luttes, c'est nécessairement comme ça. Donc, regardez l'histoire du temps long d'entreprises comme Schneider, ça nous fait aussi considérer de manière assez naturelle que en fait, ça incarne de manière tellement évidente les développements historiques du capitalisme, et ça nous montre de manière tellement évidente que nos luttes sont quand même assez facilement liées, quoi. Ils se construisent sur un pillage colonial qui leur n'aurait pas existé, en fait, sans piller les richesses d'autres peuples. Ils ont exploité des travailleurs et des travailleuses pendant 150 ans, ils ont collaboré, et aujourd'hui, quand on sombre dans le fascisme et dans la montée des discours guerriers, ça nous donne un joli regard historique sur ce que vont faire les multinationales aujourd'hui et demain. Enfin voilà, tout ça. Mais ça nous montre aussi qu'il y a eu des luttes contre ces personnes-là, il y a eu des luttes qui nous intéressent, il y a eu des gens qui ont cherché les voies de leur émancipation, qui ont déclaré leur propre indépendance dans une ville qui était entièrement contrôlée par leur patronat à l'époque, donc au Creusot, chez Schneider, et des modèles qu'on a envie de faire revivre cette tradition révolutionnaire, cette tradition de lutte. Et c'est aussi ça, Schneider, c'est une histoire, une tradition de lutte qui est liée à cette boîte, et qui nous semble vraiment significative à faire revivre, notamment avec les camarades de l'UCL, des PFC, des féministes révolutionnaires, etc. Et c'est pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Et je vais finir par une ouverture rhétorique qui est, si on regarde Schneider comme là et qu'on voit autant de choses quand on dit qu'il y a un peu se passer, je pense que les Schneider, il y en a certainement pas mal en fait, où en fait on peut aller chercher pas mal d'entreprises aussi, on fait un peu leur histoire, et qu'on va regarder un peu comment elles ont opéré, comment elles se sont construites, comment leurs pratiques d'aujourd'hui dépendent de leur apprentissage d'hier, d'exploitation des peuples, des travailleurs et des travailleuses, etc. Je pense que assez naturellement, on peut, je sais pas, tous et toutes ensemble, en tout cas, voir nos convergences émerger de manière assez évidente et avoir envie de se mobiliser ensemble sur ces gens. Et voilà, quand on s'est mobilisé contre Schneider, il nous paraissait impensable d'avoir juste un discours écolo, c'est un discours de lutte de travailleurs et de travailleuses, c'est un discours contre le fascisme, c'est un discours pour l'émancipation, c'est un discours décolonial, etc. Voilà, j'ai dit et je passe la parole au camarade. Merci beaucoup Ziz pour cet exposé assez passionnant. Et on vous invite à aller voir l'action qu'on a fait du coup ce matin aux Aurores. Hein. On s'est levé à 5h voire plus tôt pour aller s'amuser chez eux. Donc je passe la parole tout de suite aux camarades des féministes révolutionnaires. Déjà bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour l'organisation. Et peut-être pour faire écho à ce qui vient d'être dit, nous aussi en tant que féministes révolutionnaires, on voulait aujourd'hui mettre à l'honneur un peu les héritages, et notamment les héritages féministes de la commune, et de voir comment on pouvait s'en inspirer. Donc nous on est les féministes révolutionnaires, qui est un collectif féministe anticapitaliste de lutte des classes, antiraciste et révolutionnaire qui a été fondé en 2016. Donc on parle souvent de la commune comme d'un soulèvement populaire et de mise en place d'une démocratie radicale exercée pareil pour la majorité de la population, ce qu'elle a été. Mais on oublie souvent que des femmes ont aussi été à une époque où elles étaient soumises à l'autorité de leur mari, selon le code napoléonien, en avant-garde, et aussi qu'elles ont contribué un peu à expérimenter des formes d'auto-organisation sociale en dehors des logiques traditionnelles de domination. Et on pense que c'est important aussi de revenir sur ça pour penser comment construire nos luttes. Dès les premières heures des soulèvements populaires, le 18 mars 1871, c'était des femmes qui se levaient contre les militaires venus reprendre les canons des quartiers populaires de Paris. Elles étaient aussi activement en participation à la défense de la ville, en prenant des rôles essentiels comme brancardières, cantinières, mais aussi combattantes sur les barricades. Et le 8 avril 1871, il y a un appel qui a été lancé aux citoyennes de Paris, et il marque la naissance de l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés, qui est un collectif qui s'est impliqué dans l'organisation de la commune et aussi dans la réorganisation un peu des rapports sociaux et de domination.
Dans cet espace, les femmes, elles exprimaient leurs revendications qui s'orientaient autour de la fin d'exploitation, l'accès au travail pour toutes et tous, l'égalité salariale et le droit à une éducation laïque. Et ces revendications, elles s'inscrivaient vraiment dans un cadre plus large de lutte des classes. Elles se battaient vraiment à la fois pour leur émancipation, mais aussi pour une transformation radicale de la société qui passe par une réorganisation des rapports de domination. Un exemple de cette réorganisation, c'était l'auto-organisation des travailleurs et travailleuses. Elle portait notamment des caisses de grève pour soutenir les grèves en cours, des mutuelles, des systèmes qui permettaient aux travailleurs et travailleuses de construire leur propre émancipation. Il y a par exemple l'exemple d'une cantine qui s'appelle la Marmite, qui était un lieu où on mettait en commun tout ce qui est l'alimentation, mais aussi des espaces pour dormir, mais c'était aussi des endroits de réflexion et de lutte politique. Et à travers cette mutualisation, collectivation des tâches domestiques, ça permettait de sortir les gens et a fortiori les femmes du foyer, et du coup leur permettre aussi de s'impliquer dans les luttes et dans la lutte en cours. On se souvient notamment par exemple de la phrase prolétaire qui lave vos chaussettes, qui rappelle l'importance de collectiviser le travail domestique, qui permet aux femmes de se mettre en avant-lieu et en première place pour l'activité politique, la réflexion et l'élaboration d'avenir. Et à la suite logique de ça, c'est des espaces aussi où les femmes de différents corps de métiers pouvaient se fédérer et former des coopératives ouvrières autogérées. Donc c'était vraiment une réorganisation des fonctions qu'elles occupaient à l'époque dans la société, des débauches d'autogestion dans le travail salarié, la collectivisation et le déplacement en dehors de la sphère privée et du travail domestique. D'une certaine manière, sous la Commune, les femmes elles sortaient un peu du double peine du travail et de la maison en réorganisant collectivement le travail domestique entre autres. Je laisse la parole à ma seconde collègue, amie et camarade. Aujourd'hui, donc, quand nous, les féministes révolutionnaires, on milite pour la grève féministe, on ne fait pas autre chose que ça, c'est-à-dire remettre en question la structuration de la société. Quand on parle de grève, on nous répond parfois que ce serait dépassé, que c'était un outil bon pour le 19e, le 20e siècle, mais qu'aujourd'hui ce serait inefficace. Mais pourtant, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que notre place dans le rapport de production détermine toujours notre place dans la société. Et alors ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà en 1871, on n'avait pas la même vie si on était rouleuse ou monteuse de coke au haut fourneau des usines du Creusot, que si on était Eugène ou Adolphe Schneider, maître des forges du Creusot et de la répression ouvrière. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a pas la même vie quand on est caissière chez Auchan ou quand on est membre de son conseil d'administration qui vote un plan social. Ça veut dire qu'on n'a pas la même vie quand on est auxiliaire de vie dans la cellule d'astreinte d'Onella, qui est une filiale d'un des principaux gestionnaires d'EHPAD en France et qui est en grève illimitée depuis 14 mois. N'hésitez pas à aller les soutenir sur leur piquet de grève le 11 avril prochain. Que quand on est le dirigeant de ce groupe privé. Et le point commun entre les secteurs que je viens de citer, c'est que dans ces secteurs-là, si on s'arrête, le monde s'arrête. Parce qu'on est majoritaire dans énormément de métiers essentiels. Et en plus de ça, en plus d'être absolument essentiel sur le marché du travail salarié, on effectue chaque jour les 2/3 du travail domestique non salarié, non rémunéré. L'éducation des enfants, le ménage, la vaisselle, tout ça aussi c'est essentiel. Et là aussi, si on s'arrête de le faire, tout s'arrête. La grève générale féministe, donc, c'est ça. Grève au travail, grève à la maison, grève partout. C'est comme ça qu'on va paralyser le système, c'est comme ça qu'on le fera plier. Puisque c'est nous qui faisons tourner la société, c'est nous qui pouvons l'ébranler. Et par la grève, nous, on revendique la hausse des salaires et de tous les revenus. Par la grève, on revendique des investissements massifs dans les services publics, pour l'éducation, pour la santé, pour l'accès au logement et au transport, pour la protection des enfants et l'accompagnement des victimes de violences. Par la grève, on revendique le droit à la libre disposition de nos corps, et par la grève, on revendique la fin des politiques racistes, coloniales, impérialistes et génocidaires. Nous voulons tout cela et bien plus encore. Nous voulons battre l'extrême droite, défaire le capitalisme et le patriarcat. La grève doit nous libérer du temps pour décider collectivement dans quelle société on veut vivre,
comment on veut prendre les décisions, quand, comment et quoi produire. On veut construire une société qui soit juste, solidaire et joyeuse. C'est pourquoi, de la même façon que la grève est au centre de nos actions, la convergence des luttes l'est également. Pour tisser des liens entre nous, pour mettre toutes nos forces et tous nos savoirs en commun. On parlait de la commune elle s'est retrouvée isolée. Aujourd'hui, l'extrême droite et les réactionnaires cherchent encore à nous fragmenter, à nous pousser à la résignation et au mépris des autres. Et nous, on prône l'exact inverse de leur haine, on prône une société juste, équitable et respectueuse de toutes et tous, une société antiraciste, féministe et qui soit apte à répondre aux enjeux environnementaux et à leur urgence. Ceci est donc une invitation à continuer le combat, à rentrer dans les luttes, à faire de l'utopie d'aujourd'hui la réalité de demain. Que vive la commune, et tant qu'il le faudra, féministe et révolutionnaire. Merci beaucoup. Alors on va également passer la parole aux camarades de l'Union communiste libertaire, qui est un mouvement qui s'inspire très fortement de l'héritage de la commune, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup à Pepsi Carnage Total de nous donner la possibilité de parler ce soir de la commune et de son héritage. On est très très content de pouvoir venir et de parler après nos camarades des FEMREV. Donc, comme on vient de le dire, l'Union communiste libertaire, c'est une organisation politique qui tente de faire la synthèse des apports du marxisme et de l'anarchisme. Et donc, à ce titre, évidemment, la commune, c'est un objet qui nous intéresse énormément. Bien que ce ne soit pas une expérimentation anarchiste à proprement parler, ça a été un moment d'auto-organisation de notre camp social face à la bourgeoisie. Si le conseil de la commune, dont on parle souvent, était dominé par des idées néo-jacobines, les questions sociales, elles ont été imposées par l'action des classes populaires organisées en comité de vigilance, en club révolutionnaire ou en garde nationale. Le comité de vigilance du 18e, par exemple, présidé par Louise Michel, exige de la mairie la réquisition des logements vides et des ressources abandonnées. Donc l'engagement des masses a existé en dehors des structures institutionnelles plus traditionnelles de la commune et a pu bousculer celle-ci par sa capacité à s'auto-organiser et à peser dans ce moment révolutionnaire. C'est une chose dont nous pouvons voir l'héritage aujourd'hui dans nos luttes, comme celle de la CRAMIF, ici dans le 19e, en ce moment, pour le droit à la santé. Dans la commune, nous voyons les prémices de l'autogestion. Dans les entreprises, un conseil de direction est élu tous les 15 jours par l'atelier et un ouvrier est chargé de transmettre les réclamations. Cet héritage n'a évidemment pas survécu jusqu'à nous, en dehors de quelques exceptions en marge. C'est pourtant une expérience qui pose la question du travail comme un lieu d'exercice démocratique. Dans notre société libérale, la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise. Une personne, une voix, sauf là où il n'y a qu'une seule voix, celle du propriétaire qui compte. L'un des apports de la commune et du mouvement ouvrier organisé que nous devons porter aujourd'hui est celui de la démocratie sur nos lieux de travail. C'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. La commune nous pousse également à réfléchir le lien entre temps de travail et démocratie. Si aujourd'hui nos luttes ont permis de réduire la journée de travail à 7 heures, c'était 10 heures à l'époque, c'est toujours insuffisant pour permettre aux travailleurs et travailleuses d'assurer leur travail, la reproduction de la force de travail, la formation continue dans la vie et la participation concrète à la démocratie directe. C'est une limite que nous trouvons aujourd'hui au mouvement citoyenniste. Qui peut participer aux espaces de consultation de la démocratie locale? Une de nos organisations mères, l'UTCL, dans les années 80, estimait que la mécanisation des progrès technologiques devrait permettre de réduire la semaine de travail à une quinzaine d'heures par semaine si on supprimait la surproduction et si on socialisait les moyens de production. Ce n'est donc pas seulement un enjeu émancipateur du salariat ou écologique, comme on a pu le discuter souvent, mais c'est également un enjeu démocratique afin de permettre à notre camp de participer à la vie politique et prendre sa part dans une commune autogestionnaire. À l'UCL, nous nous considérons comme une organisation révolutionnaire. Cela signifie notamment que nous ne cherchons pas à aménager le capitalisme ou la lutte des classes, mais bien à renverser la table pour aller vers le socialisme, c'est-à-dire vers une société qui placera les valeurs sociales, collectives, le bien-être et l'émancipation des populations en tête de ses préoccupations. Notre combat place l'action collective et consciente des travailleurs et travailleuses au cœur de notre processus de collectivisation du pouvoir et donc de socialisation des moyens de production. Il faudra révolte, mais il faudra aussi conscience. Ça implique une unité d'action, une unité de pensée, pas une uniformité, pas une seule stratégie, mais un sens à donner à notre combat.
une lutte pour une société émancipée de toutes les structures de domination, dont le capitalisme, dont le patriarcat, dont le racisme. Tout ça, ça peut se faire avec une échelle qui est celle de la commune et qui garde un sens pour nous, car c'est une échelle pertinente pour s'auto-organiser en tant que groupe humain. C'est là qu'il y a la possibilité de pratiquer la démocratie directe et de contrôler les mandats. Une fédération de communes doit pouvoir exister afin de mettre en commun des forces, des atouts, une expérience, des ressources, mais aussi faciliter des échanges et des mobilités. Mais ça doit partir du local et de notre démocratie. Pour construire ces communautés gérées, héritières de l'une de notre camp et donc de celle de la commune, l'État ne nous donnera aucun espace. C'est l'outil de notre oppression et il doit être abattu. C'est pour cela que nous ne participons pas aux élections, même à l'échelle municipale. À ce titre, justement, nous rappelons le rôle de la mairie dans l'expulsion des mineurs isolés d'activité lyrique qui doit être dénoncé et qui doit nous interpeller sur la réalité des possibilités qu'il y a, ou plutôt des impossibilités, à aménager l'État au niveau municipal. Ce refus du communalisme ne veut pas dire que nous sommes sans stratégie. Notre camp social est celui du prolétariat. La perspective révolutionnaire, seule alternative au vieux monde néolibéral qui se meurt et aux monstres fascistes qui surgissent dans le clair-obscur de la Russie aux États-Unis, cette perspective ne peut se faire en déléguant sa responsabilité à d'autres. Nous, travailleurs et travailleuses, retraités, jeunes, privés d'emploi, nous devons nous organiser sur nos lieux de travail et travailler la possibilité de socialiser pour nous emparer progressivement des outils qui sont les nôtres. Face au Versailles de notre temps, nos outils, ce sont les syndicats de lutte, le panique familial, les assemblées générales lors de mouvements sociaux. C'est là que nous pouvons dès maintenant contribuer à construire un contre-pouvoir. Il n'y aura pas de changement sans saisie des outils de production, pas de révolution sans action consciente et collective, et nous ne pouvons pas attendre un monde à plus 4 degrés pour commencer tout ça. Merci. Merci beaucoup aux camarades de l'UCL. Alors je vais donner la parole à Marjorie Queters, qui est notre co-porte-parole à PEPS, pour qu'elle présente rapidement notre organisation. Et ensuite, viens, la place au milieu du canapé t'attend. Et après, je vous ferai un peu le point sur nos perspectives à nous. Bonjour à tous et toutes. Alors Merlin m'a demandé d'improviser il y a 5 minutes une petite présentation de PEPS. Donc, bonne organisatrice, je m'exécute. Voilà. Donc, en fait, PEPS, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif politique qui est né il y a 5 ans, 6 ans bientôt, d'une rencontre entre des gilets jaunes, des jeunes pour le climat, des autogestionnaires, des activistes qui travaillaient dans un groupe d'éducation populaire et des militants et des cadres de la gauche des Verts. Donc tout ce petit monde s'est rencontré pour former un nouveau projet politique qui manquait à notre paysage national, c'est-à-dire un mouvement, un collectif politique d'écologie anticapitaliste, fondamentalement anticapitaliste. Voilà, parce qu'en fait, dans cette rencontre qu'on a eue au départ, il y avait le besoin, effectivement, de renverser le capitalisme en se posant contre toutes les oppressions et contre toutes les dominations, mais avec la centralité de l'écologie. Donc il y a le camarade de Carnage Total qui en a parlé tout à l'heure. Là, aujourd'hui, le fait que le capitalisme fonctionne sur à la fois l'extractivisme et l'hyperexploitation des hommes, des femmes de la planète, ça montre qu'on ne peut pas renverser le système et penser la question de l'émancipation et de la libération de tous et de toutes sans penser la centralité de l'écologie. Et donc c'est pour ça qu'on se définit comme un collectif politique d'écologie de classe et même d'écologie de libération. Donc ça c'est une première présentation. Donc on se pose en rupture avec l'écologie bourgeoise et on se déclare évidemment anticolonialiste, féministe, anticapitaliste et tout un ensemble de mots en iste qu'en général j'utilise pas parce qu'on en oublie toujours. Voilà. Mais le principe c'est vraiment d'arriver à lutter contre toutes les dominations et de proposer un nouveau projet politique et une nouvelle organisation politique qui prendra
l'écologie au centre, en fait. Et donc, dans ce cadre-là, je laisserai dans quelques minutes la parole à Merlin, qui parlera du projet de seconde commune et du manifeste pour une seconde commune qui est en cours d'écriture depuis plusieurs semaines déjà, et qu'on espère pouvoir publier bientôt, et dont les contributions de nos proches sont évidemment bienvenues. Donc, que dire de plus? Je regarde mes petites notes. Voilà, donc, en fait, en termes d'action, enfin, comment est-ce que nous, on envisage justement, pour répondre aux autres camarades qui étaient là, notre organisation et nos actions, donc, pour pouvoir mettre à bien ce projet politique de seconde commune par la prise de pouvoir populaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir populaire? Et donc là, on te rejoint sur ce que tu dis pour l'UCL, c'est des assemblées populaires, mais c'est pas que ça, en fait. C'est-à-dire que comment faire en sorte que les peuples, nous puissions reprendre le pouvoir sur nos vies et nous puissions nous réapproprier nos communs. Donc il y a effectivement la question des assemblées populaires, alors pas uniquement sur les lieux de travail, mais la question des assemblées populaires aussi sur les lieux d'habitation. Il y a la question des grèves, mais il y a aussi la question des occupations, des squats, de la réappropriation de nos communs, de la désobéissance civile et aussi des élections. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit aucun moyen de lutte pour pouvoir se réapproprier ce qui est à nous. Et puis je crois que je vais laisser la parole bientôt. Donc voilà, donc en fait on s'inscrit à la fois dans l'historique de la lutte de tous les peuples, donc de la commune, des Gilets jaunes, mais aussi d'un point de vue international de tous les peuples qui se soulèvent et qui se rebellent contre la domination capitaliste. Et on s'inscrit dans une perspective qu'on espère pouvoir construire avec vous sur le temps court, mais aussi sur le temps long, parce que la révolution, pour nous, elle a déjà commencé, et c'est la révolution lente, et dès ce soir, on la construit. Merci. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, il me reste à peu près 15 minutes pour vous présenter la seconde commune, et ensuite laisser la parole aux communs qui sont présents ici parmi nous. Alors, on vous a dit, PEPS, c'est un mouvement qui est né de la lutte des Gilets jaunes. Ça peut vous paraître étonnant parce qu'on est écologiste et que dans l'imaginaire collectif qui s'est installé et qui a été véhiculé par les médias dominants, les Gilets jaunes, c'est des gens qui ont défendu leur bagnole et qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Pour nous, cette analyse, c'est une analyse de casse sociale qui vise à nous diviser et qui est fondamentalement fausse. Les Gilets jaunes, c'est une révolte qui part d'une question simple. Qui est responsable de la crise écologique? Qui? Macron répond très simplement à l'époque, les pauvres. Les pauvres, vous voyez, ils ont des voitures à diesel, ils sont nombreux, ils font des barbecues, c'est sale. Les pauvres, c'est sale, ils polluent. Et donc c'est eux le problème. Nous, les riches, nous allons à Biocop et nous ne polluons pas. Bon, on prend l'avion, mais ça c'est un point de détail de l'histoire. Alors, les Gilets jaunes, ils se révoltent contre ça. Ils se révoltent contre ça d'une façon très simple. Ils se révoltent sur leurs lieux de vie qui sont devenus des lieux de mort parce que le capitalisme logistique a aménagé le territoire de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun lieu de vie commun, que les gens soient individualisés dans des petites résidences isolées partout dans le territoire, à 1 heure de leur lieu de travail, à 1 heure du lieu d'école de leurs enfants, à 1 heure de leur lieu de soins, à 1 heure d'un supermarché où ils peuvent se nourrir, et dépendre comme ça de la logistique de Total, du pétrole, et d'être tout le temps sur la route. Voilà, la route est un territoire mort par excellence, et le territoire le plus mort au milieu de la route, c'est le rond-point, voilà, où on ne fait que tourner en rond, perdu dans la nuit. Il y a un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Inji Room qui parle très bien de ça et qui décrit les Gilets jaunes comme une constellation commune. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que ces gens, issus des milieux populaires de tout le pays, aussi bien des milieux banlieues, quartiers populaires, racisés, etc., que des milieux blancs. Hein. Aujourd'hui, on essaie d'opposer les tours et les bourgs, ou de dire qu'il faut les rassembler, mais ils se sont déjà rassemblés dans une lutte. Hein. Elle a déjà eu lieu. C'était une lutte révolutionnaire, la lutte des Gilets jaunes. Et elle s'est faite
la réponse à cette crise écologique installée par le capitalisme et à la façon dont les capitalistes voulaient faire poser la responsabilité des classes populaires, eh bien ça a été la constellation commune. Ça a été de se dire on s'auto-organise là où on est, là où on vit, et on paralyse le système. C'est une réponse vachement intéressante, je trouve. Hein. D'ailleurs, ça a une réponse qui était tellement intéressante qu'elle a fait flipper Macron à mort. Il y avait son hélicoptère qui tournait dans la cour, hein, l'acte 3 des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Il n'y a aucun mouvement qui a fait autant peur au pouvoir, même je pense mai 68 n'a pas fait autant peur au pouvoir. Honnêtement. Et moi j'ai eu la chance de faire mes études sur le mouvement des Gilets jaunes, en particulier en Loire-Atlantique. C'est pour ça que vous avez pas mal de gens de Nantes qui sont ici présents parmi nous, c'est parce que c'est les héritiers de ces luttes-là. Et ce qui m'a marqué, c'est que les Gilets jaunes, ils avaient conscience d'être les classes populaires qui se réveillent. Que malgré toutes les divisions que les capitalistes ont réussi à installer dans les classes populaires, par le racisme, par les délocalisations, par la paupérisation qu'ils ont installée, le chômage, etc., bah les gens, ils ont été capables de se rassembler au milieu de cet espace mort et de refaire peuple ensemble, d'un seul coup, comme ça, dans un grand foyer de révolution qui a duré 1 an, quand même. Après, qui a été diminué parce que la répression, ça marche. Le pouvoir, le premier truc qu'il a fait, c'est attaquer les ronds-points, casser les cabanes qui s'étaient construites sur les ronds-points. Il faut imaginer ce que c'est une cabane gilet jaune. C'est un lieu de vie constant, à proximité de tous, où les gens qui n'ont pas le temps de s'inscrire dans la lutte vont apporter de quoi soutenir, des matériaux, de la bouffe, etc., du soutien en permanence. Les gens s'arrêtent, ils discutent, et puis c'est un lieu, à la fois donc un lieu de vie, un lieu de conflit, puisque c'est une barricade qui est là pour bloquer le système, pour empêcher les gens d'aller au travail. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, la grève générale, c'est quand même un truc qui a vachement du mal à s'installer dans un système d'entreprise où il n'y a plus des grands pôles qui organisent tout, il n'y a plus des grands monopoles, en tout cas en Occident. Par contre, t'arrives voir t'appelles ton patron, tu lui dis chef, il y a les gilets jaunes, il y a un énorme embouteillage, je peux rien faire. Ton patron, il peut rien dire. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y avait autant de monde sur les ronds-points, et c'est pour ça que les ronds-points, ils avaient pour beaucoup une tendance contre les directions syndicales, mais qu'il y avait énormément de syndicalistes sur les ronds-points. Énormément, parce qu'ils ont trouvé là un nouveau moyen de bloquer le pays. Et notamment en Loire-Atlantique, qui est un des derniers territoires où on trouve énormément d'entreprises logistiques, parce qu'il y a le port de Saint-Nazaire, et qu'aujourd'hui le capitalisme il se passe par la mer énormément. Eh bien, ils bloquaient des entrepôts, ils bloquaient littéralement l'économie, c'était très très important pour eux, c'était le cœur de leur combat. En fait, pour nous, les Gilets jaunes, avec les ZAD, avec les ronds-points, ils avaient réussi à construire des lieux à la fois de vie, à la fois de conflit, et des lieux de décision collective. Et ça, c'est super important. Parce que la révolution, on peut dire qu'elle vient de partis d'avant-garde, on peut dire qu'elle vient d'intellectuels éclairés. Bon, tout ça, c'est pas complètement faux, je vais y revenir après pourquoi, mais elle vient d'abord du sentiment des gens de s'auto-organiser et de décider pour eux-mêmes, de reprendre le pouvoir qui leur a été confisqué par la clause dominante. Et sur les ronds-points, les gens, ils ont repris le pouvoir sur eux-mêmes, là où ils étaient maintenant, et ils ont fait, leur premier slogan, c'était Macron démission, parce que c'était eux, le chef. Moi, je me souviendrai toujours de ce gilet jaune qui a interpellé Macron dans la rue, à un moment donné, qui lui a dit « Vous êtes mon salarié ». Il avait raison. Il avait raison. Il est temps qu'on rappelle aux politiques qu'ils sont les salariés du peuple. Il faut les rabaisser, là. Il faut les mettre en dessous de nous. C'est très important, et moi je crois que ce qui s'est passé dans les années 2010 avec les Gilets jaunes et avec le mouvement des ZAD, c'est qu'on était dans un mouvement où on réinventait la commune, on la faisait revivre au quotidien, où il y avait des lieux qui s'autonomisaient de système et qui arrivaient à faire contre-système. Il faut absolument reprendre ça, et les initiatives dont vous allez entendre les récits tout à l'heure, elles sont les héritières de ça, de cette époque où, pas si lointaine, hein, c'était il y a 5 ans, où les gens ils étaient capables de se dire ok, le système, on s'en branle en fait, on construit notre monde maintenant, ici. Mais pour nous, il y a un truc qui a péché dans les Gilets jaunes et qui explique, au-delà de la répression, le fait que les gens n'ont pas réussi, c'est qu'ils n'avaient pas encore une culture commune. Alors ils avaient une culture commune de l'imaginaire révolutionnaire, c'est pour ça qu'il y avait autant de drapeaux tricolores, c'est pour ça qu'il y avait autant de guillotines et de trucs comme ça. Mais ça, c'était un imaginaire de conflit, c'était pas un imaginaire concret. La Révolution française, quand elle a lieu en 1789, il y a un imaginaire très concret qui s'appelle la République, qui s'appelle la démocratie face à la monarchie. Et aujourd'hui, on n'a plus à gauche, depuis, allez, je vais être sympa, les années 80-90, aucun récit qui dit très concrètement c'est quoi le régime qu'on va construire à la place de la République bourgeoise. On n'a plus ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le parti le plus à gauche en vogue en ce moment dans notre pays, que moi je respecte beaucoup parce qu'ils ont permis à la gauche de survivre, qui s'appelle la France Insoumise, son projet c'est une énième république. Mais une énième république qui va faire quoi, en vrai? On se pose tous cette question, et c'est une question qu'on se pose tellement qu'au Chili, où ils ont réussi à faire une révolution pour avoir une nouvelle constituante, dès qu'ils ont proposé une nouvelle constitution, ça a flop direct.
Les gens, ils ont voté contre parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient, en fait. Ils étaient contre un système, mais ils ne savent pas articuler une proposition. Et depuis que le mur est tombé et que les gens ont vu que le socialisme réel, c'était quand même pas cool, parce que c'était pas du tout démocratique, parce qu'il n'y avait pas de liberté, parce qu'il y avait une volonté d'uniformiser les gens, et puis que des dictateurs ont repris le truc, quoi, genre Staline, tout ça, Mao, RPZ, Patrick. Les gens, ils ont perdu ce sentiment d'utopie et ils se sont enfoncés dans l'idée que le capitalisme, il avait gagné la bataille, qu'il n'y avait plus rien à faire et que on allait juste aménager le système en maintenant la retraite à 60 ans. Alors on s'est beaucoup battu pour ça, mais on a perdu. Peut-être qu'il est temps qu'on revienne à l'utopie, qu'on revienne à la conquête d'un monde meilleur. Et ce besoin d'utopie, il est essentiel, y compris parce que l'extrême droite, elle fonctionne à donf sur le fantasme. Je veux dire, c'est pas pour rien que Trump il a mis Musk dans son équipe et qu'il a fini son discours d'intronisation sur la conquête de Mars. Il a dit les États-Unis vont poursuivre leur destinée manifeste vers Mars. C'est complètement délirant. Vous vous rendez compte qu'on va détruire une planète qui est la seule habitable qu'on connaisse dans l'univers et la seule accessible qu'on connaisse dans l'univers avec le rêve hypothétique de rendre un caillou froid au milieu du vide habitable. C'est un mensonge. C'est un mensonge total. Il faut être capable d'avoir une utopie plus forte que leur récit délirant de conquête spatiale, de transhumains et de guerre de tous contre tous, avec une dimension masculiniste à mort, où c'est l'homme viril en armure qui va tuer tout le monde et qui va dominer les femmes. Voilà, c'est très clair. Et qui va démoniser les étrangers, parce qu'il faut mettre tous ces gens qui sont responsables de la pollution. Retenez bien le discours de Macron. Voilà, donc pour nous, c'est important de sortir de la République bourgeoise, qui est la France, et la France a la chance d'avoir connu, dans son histoire, 3 régimes. La monarchie, ok, ça on connaît bien, la République bourgeoise, on est toujours dedans, et d'ailleurs elle s'est constituée, la République bourgeoise, par une alliance avec les monarchistes en 1871, en réprimant le mouvement de confédération de communes qui avait lieu dans tout le pays à l'époque, alors qui a été écrasé dans le sang, et c'est sur ce pacte que ça s'est fait. Et ce mouvement d'alliance, on va dire, entre la noblesse monarchiste et la République bourgeoise, il s'est fait surtout dans un pacte colonial. C'est-à-dire que pendant que les bourgeois prenaient le pouvoir au Parlement, la noblesse prenait la grande muette et allait conquérir toute l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique pour en piller les ressources. Parce que bon, on ne pouvait plus mettre les gens en esclavage, ok, on allait quand même prendre toutes les ressources qu'ils avaient sur leur terre. Et ça, on continue, on n'a toujours pas arrêté. C'est pas parce qu'ils ont réussi à nous dégager à un moment donné qu'on n'est pas revenu comme un bon gros empire, massacrer leurs leaders, installer des dictateurs, piller leurs ressources avec le système de la France-Afrique que tu as bien décrit et qui continue d'exister aujourd'hui. Le ICOP, il fonctionne exactement là-dessus, avec des acteurs majeurs comme notamment le Rwanda, qui est vraiment un État dictatorial génocidaire au Congo, appuyé par la France, puisque le Rwanda est à la tête de la francophonie alors que c'est un pays anglophone, y compris parce qu'il joue le rôle de gendarme dans la région, aussi bien pour l'extraction des terres rares nécessaires à l'économie électrique et numérique de nos téléphones et de la transition vers Tesla, que vers le pétrole, parce que toutes ces énergies, elles s'additionnent, il n'y a jamais de transition énergétique, c'est juste qu'on rajoute des sources. C'est pour ça que le nucléaire n'est pas une solution. Mais bon, ça, on a d'autres moments pour en discuter. Moi, je crois que l'important avec la commune, c'est que non seulement on trouve un espace commun à nos imaginaires, parce que c'est le dernier moment où les socialistes, les communistes, les anarchistes, ils étaient d'accord. Après, ils se sont un peu entretués pendant un siècle. Et aussi parce que c'est un imaginaire, la confédération de communes, qui parle au-delà de l'Occident. En fait, il faut sortir de la perspective marxiste, où il n'y a que la lutte des classes dans notre bon Occident qui compte. Le monde, pendant la grande majorité de l'histoire de l'humanité, il n'était pas structuré par la hiérarchie, il était structuré en Amérique, en Afrique, dans plein de points d'Asie, sur des systèmes beaucoup plus égalitaires, y compris sur la question du féminisme, y compris sur la question du rapport à la nature, et ça c'est essentiel. Et pour nous, il y a une question très importante, quand on parle de commune, on parle de confédération des peuples, on parle de confédération des espaces, on parle des systèmes qui ont été massacrés par la colonisation. On parle des Haudenosaunee, donc les Iroquois au nord de l'Amérique, on parle des peuples de l'Amazonie, on parle des peuples d'Afrique évidemment qui ont été déportés par l'esclavage pendant plusieurs siècles. Et il s'agit de faire revivre ce mode de vie qui est un mode de vie équilibré avec la nature. Voilà. Alors quand on dit seconde commune, on parle de quoi concrètement? On parle de confédération d'espaces de vie. Donc on parle de commune. La commune, c'est pas seulement l'entité administrative du système étatique aujourd'hui. La commune, c'est votre quartier, c'est votre village, c'est votre communauté aussi, parce que y a plein de parties de la population, je pense aux LGBT, je pense aux diasporas issues de l'immigration postcoloniale, et je pense à toutes ces communautés-là qui ont besoin de s'auto-organiser entre elles pour pouvoir s'émanciper et qui doivent ensuite exister tout ensemble et se confédérer. Cette confédération, ça marche assez bien
si on accepte qu'il y a une biodiversité culturelle et qu'il n'y a pas un État central qui impose sa culture et son mode de vie, et sa religion et son mode de pensée. Ce qui est quand même l'héritage un peu maudit de la Révolution française, parce qu'il y a un héritage glorieux, miraculeux même, avec notamment le partage des biens nationaux, la répartition des terres, un moment d'émancipation énorme, mais il y a cet héritage maudit où on a massacré tous les peuples qui constituaient l'Hexagone, et puis surtout on a poursuivi la colonisation dans le monde entier en imposant cette même uniformisation qui fait que le français est une des langues les plus parlées dans le monde, alors qu'en fait on est un tout petit truc qui a juste écrasé plein de peuples hyper divers en Afrique et partout. Donc pour nous, ça c'est très intéressant, et surtout ce qu'on articule avec la seconde commune, c'est qu'au-delà de la confédération démocratique des assemblées locales sur le principe de la démocratie directe, on pense à une socialisation de l'économie. Ça a été bien dit par les féministes révolutionnaires. Il s'agit de se réapproprier nos besoins. Voilà. Très concrètement, aujourd'hui, la sociale, c'est un héritage des luttes communistes, déjà là hyper important, hyper riche, mais qu'il faut resocialiser. C'est pas à l'État de le contrôler, c'est à nous. C'est à nous, par des assemblées syndicales, par des assemblées de bénéficiaires. Et il faut l'élargir à l'alimentation, au logement, à la culture, etc. Et c'est comme ça qu'on va construire une économie qui est sortie du marché. La main invisible du marché, le marché libre comme ça, qui en fait n'est pas libre du tout, hein, qui met juste tout l'argent dans les poches du patronat. En fait, il faut que ça revienne dans nos poches. Et ça, c'est comme ça, la socialisation, qu'on va réussir à articuler à la fois un mode de système d'organisation démocratique et une économie sortie du marché. Voilà, ça c'est vachement intéressant. Et puis ça nous permet de faire quoi, ça ? Ça nous permet de réparer le monde. Bah oui, parce que si nos sociétés ne sont plus dirigées par la logique marchande, qui est une logique qui repose fondamentalement sur la destruction du monde, pour générer des crises, pour permettre au système de se maintenir, bah, on va pouvoir le réparer, prendre le temps de replanter des forêts, prendre le temps de recréer une biodiversité culturelle, d'arrêter le système de rabougrissement autour du McDo, de l'anglais et de Netflix, quoi. On va arrêter ça. On va recréer de la diversité partout où on est, de nos modes de vie, de nos rapports aux vivants. Enfin, je veux dire, on est dans un monde qui est en train de se mourir. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps, sur un siècle, voire plus, de redonner de la vie. De leur redonner de la vie dans nos sociétés, de redonner de la vie concrètement en termes d'espèces, etc. Ça, c'est vachement utile. Et quand on parle de mode de lutte et de façon de faire lutte, pour nous, Marjorie a dit révolution lente, on a même un terme encore plus précis, on parle de révolution rampante. On se dit finalement, il y a un film que j'ai adoré il n'y a pas longtemps qui parle de la révolution iranienne qui s'appelle Les graines de figuier sauvage et qui commence par une description de cet arbre qu'est le figuier sauvage, qui est un arbre très marrant parce qu'il se plante au pied d'un autre arbre, il pousse, puis il l'écrase et il le remplace. Nos luttes, c'est ça. Nos luttes, c'est ça. Il faut construire maintenant le monde qu'on veut, dans lequel on veut vivre. On ne peut pas attendre le grand soir. Parce que si on fait un grand soir qui soit électoral ou révolutionnaire, que ce soit la prise du palais d'hiver ou l'élection de François Mitterrand, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. Il y a un parti qui arrive au pouvoir, alors sur le début, il fait des trucs super, et puis, à un moment donné, il est confronté à un système mondial qui le rappelle à l'ordre, et il fait son tournant de la rigueur. Lénine et Mitterrand, ils ont fait le tournant de la rigueur, la nouvelle politique économique, direct. Alors, les Chinois, ils ont eu un tout petit peu plus de temps, mais à la fin, c'est la même chose qui se passe. On a un régime ultra-capitaliste qui sort du chapeau. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de construire dès à présent le système autogéré sorti du capitalisme et de construire les graines de figuier sauvage qui poussent aux racines du système et qui le renverseront petit à petit. Alors c'est pour ça que je vais donner la parole maintenant à 4 collectifs qui sont des graines de figuier sauvage qui poussent et qui vont nous raconter comment ça se passe. De se réapproprier le logement, parce que sans toit sur la tête, on n'est pas libre. L'alimentation, parce que si on a le ventre creux, on n'est pas libre. L'énergie, parce qu'aujourd'hui, on est intrinsèquement dépendant des moyens de communication qui passent par l'énergie, du confort qui nous est apporté par l'énergie, parce qu'on n'est pas anti-science, il s'agit de comprendre comment on utilise les techniques aujourd'hui pour vivre ensemble mieux, pour nous interconnecter d'ailleurs au niveau mondial et construire une internationale au niveau mondial, parce que c'est possible. Et enfin l'information, parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que des milliardaires ont réussi à s'accaparer aussi bien la télé, les journaux que même les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas avoir une information libre à notre service. Alors je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements la Maison du Peuple de Nantes, la Source, Énergie de Nantes et Radio Cause Commune. Merci à vous, vive la commune. Vous êtes nos graines de figuier sauvage, vous êtes nos communs. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut faire commune avec vous. Alors je vais vous demander, dans un premier temps, on va avoir 1 heure où je vous pose des questions, et ensuite 1 heure où vous, dans la salle, vous pourrez leur poser des questions, aussi bien concrètes que théoriques. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de nous expliquer c'est quoi votre collectif, où est-ce qu'il est, comment il fonctionne, quels sont ses buts, ses moyens,
etc. Et vous allez pouvoir vous passer le micro à tour de rôle, vous présenter au passage. Du coup, la Maison du Peuple, nous, on est né dans le mouvement des Gilets jaunes aussi une semaine après le début à Saint-Nazaire. Donc, par décision commune, on a décidé d'ouvrir un lieu vide, donc s'accaparer des bâtiments vides pour justement permettre une meilleure organisation sociale et populaire, donc dans un but spécialement pour et par le peuple. Donc 5 ans après, bientôt 6, nous sommes toujours là, mais avec beaucoup plus de répression sur les côtes. Et donc là, notre but actuellement, c'est beaucoup plus, nous en termes de petits collectifs, on est une petite vingtaine qui habitons en squat avec nos chiens. Et nous avons notre lieu, du coup, gestion interne et un lieu externe en convention avec la mairie, du coup, localement sur Nantes. Notre bâtiment sous convention, ça nous permet de recentraliser l'alimentaire, free shop, literie, et de permettre aussi une redistribution en fonction des besoins qui sont à côté. Donc, à mon sens, essayer de permettre une meilleure distribution des besoins fondamentaux, là où finalement la précarité ne permet pas de pouvoir se réaccaparer ces besoins-là. Donc c'est vachement dans une dynamique de solidarité, de pas mal de dons, parce que beaucoup n'ont pas le temps, en fait, clairement, d'être militants, de pouvoir avoir accès à la culture, de pouvoir s'intéresser finalement à tout ce qu'on fait. C'est là où je trouve qu'il y a quand même cette passerelle entre les personnes qui vont avoir leur travail, qui ne vont pas avoir le temps de militer, et nous qui du coup sommes dans des squats, qui ne sommes pas obligés de travailler par ce fait-là, du fait que finalement on ne paye pas de loyer, on n'a pas cette obligation. Du coup je passe ma journée finalement à essayer plus ou moins de mettre du sens dans cette vie de merde. Donc finalement là on essaye un peu de remettre quelque chose de sensé là où je n'en vois pas. Et je pense que c'est là où c'est notre force populaire de pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous fait sens et comment on peut essayer de pousser vraiment nos luttes au-delà de là où on est bloqué, parce qu'on voit bien que c'est pas du tout l'intérêt des personnes plus haut. Donc finalement, de notre petit chef, de notre petite classe précaire, on essaye un petit peu de redonner en fait de l'espoir, en fait, tout simplement, parce que les personnes qui vivent vachement sous le seuil de précarité, en vrai, ils ont même plus espoir, ils sont vraiment à essayer de pouvoir se nourrir, pouvoir essayer de payer leur loyer, là où finalement en vrai il n'y a plus vraiment de possibilité finalement pour eux de voir autre part que juste ça. Et je pense que c'est vraiment important d'essayer de remettre un petit peu de cœur dans nos échanges, de remettre de la solidarité là où en fait on ne pense pas que c'est possible. Donc c'est pas mal de fronts, en tout cas à la Maison du Peuple, on bataille un petit peu dans un rapport de force avec la mairie parce qu'elle tend à être côté socialiste, mais je suis pas si sûr que ça au vu du fait que notre seule interdiction dans notre bâtiment c'était justement de ne pas faire d'hébergement. Autant dire qu'en fait notre côté social il est à moitié coupé. Enfin, on peut pas vraiment aider des personnes si on peut pas leur apporter un toit, si on peut pas leur apporter à manger. Enfin les besoins fondamentaux à mon sens c'est primordial pour pouvoir essayer de pouvoir réfléchir à comment essayer de construire après. Et finalement, si personne n'est capable de pouvoir réfléchir un minimum constructif du fait que finalement il est déjà en mode survie, je ne sais pas comment on va pouvoir essayer de pousser justement notre force populaire. Donc, ouais, j'ai plus de souffle. Tout ça pour dire que du coup, on va pas lâcher parce que je ne vois pas de sens ailleurs de pouvoir essayer de remettre un peu d'humanité là où il n'y a que de l'individualisme. Et à mon sens, du coup, c'est pour ça que là, on est plusieurs petits pôles à pouvoir essayer de se raccaparer justement des modèles de vie qui finalement me semblent beaucoup plus sensés et qui sont justement en capacité de toutes et tous, en tout cas dans cette salle, on est capable de pouvoir faire ça. C'est pas parce qu'on nous dit que c'est pas possible ou que c'est pas dans des options qu'en fait ce n'est pas le cas. Et je vous encourage tous à pouvoir y croire parce que c'est le premier pas pour pouvoir y arriver. Et force à tous et toutes. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc Énergie de Nantes, on se revendique être un mouvement de réappropriation populaire de l'énergie. Le camarade Dixer nous a expliqué un peu les enjeux de ne pas seulement réussir à s'interposer, c'est nécessaire de bloquer un fonctionnement actuel, mais aussi de cultiver des alternatives et un peu un imaginaire de ce que ça pourrait être de se réapproprier l'énergie. Donc c'est ce qu'on tente de faire à Nantes. C'est quelque chose qui a été... Cette idée d'énergie de Nantes a démarré en 2019,
Je vous ferai l'histoire tout à l'heure, mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un commun qui produit de l'électricité avec un moulin à eau, donc en pays nantais, où on a la Sèvre, sur laquelle il y a plus d'une centaine de moulins, très peu encore en activité, mais on a repris un moulin dont on prend soin nous-mêmes, donc vraiment on s'est réapproprié la production. On a obtenu un agrément de fourniture d'électricité, et donc là ce sont des interactions avec le ministère de l'énergie pour avoir ça, et donc nous sommes fournisseurs d'électricité, en plus de pouvoir faire la production, nous pouvons la vendre. Et malgré ça, malgré cette entrée dans le monde capitaliste, nous sommes anticapitalistes. Et donc notre activité, c'est de réussir à vendre cette électricité avec un modèle très différent. Donc, c'est une association, c'est le seul fournisseur associatif qui existe. Là, on est en train de travailler la question de la TVA. À quel moment est-elle légitime à cet endroit quand c'est un besoin de subsistance? Comment on peut faire bouger des lignes à cet endroit-là et vraiment faire c'est un besoin, c'est une première nécessité que d'avoir de l'énergie. Donc on travaille aussi ces questions-là. Et toute une dimension plus écosystème local, vraiment sur le territoire. On est très très proche de la Maison du Peuple. Peut-être qu'on aura l'occasion de partager les choses qu'on a pu faire ensemble. Les soutiens des luttes habitantes, donc parfois face à des bailleurs sociaux sur de la précarité énergétique ou de l'insalubrité, ou des choses plus larges. Je ne sais pas ce qu'on pourra évoquer puisqu'on est filmé, mais voilà, des choses avec une dynamique plus antifasciste, plus désobéissance. Et voilà pour l'essentiel de ce qu'on fait, et je vous dirai tout à l'heure le comment. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Olivier de la radio Cause Commune. Vous avez un micro juste à côté. En écoutant mes camarades de Nantes, je pense beaucoup à ceux de francilien.net qui sont, eux, un opérateur associatif Internet. Et votre démarche ressemble beaucoup à la leur. Alors moi, je représente Radio Cause Commune, qui est une radio FM parisienne, qui est jeune, puisqu'elle a été autorisée par anciennement le CSA, maintenant l'ARCOM, au détour de l'automne 2017, et on a commencé à émettre en 2018. Et j'ai un peu l'impression d'être un imposteur ici, parce que nous, en fait, on n'a fait que bénéficier d'une ressource qui, de base, et par nature, est publique et gratuite. Et c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, les ondes hertziennes aujourd'hui. Alors il y a des luttes, évidemment, pour les ouvrir à d'autres acteurs que des monopoles. Mais finalement, nous, on est les héritiers en 2018 de ces luttes qui ont été menées par des hommes et des femmes qui, dès les années 70 et même avant, alors si on parle du cas français, ont commencé à lutter sur le front de la radio pirate et à revendiquer le droit à disposer de ces ressources publiques. Voilà, on est un peu on est des sous-pirates en fait, où on arrive. Alors le seul truc qu'on a réussi à hacker en fait, c'est le système captateur qui s'est installé depuis 86. En fait, c'est sous la réglementation 86 que les radios associatives existent aujourd'hui, et qui, vous l'aurez noté quand même, va avoir tendance à privilégier la concentration de ce secteur et laisser évidemment des places toujours un peu plus réduites aux acteurs que nous représentons, les acteurs associatifs. Alors Cause Commune, c'est donc, comme je l'ai dit, une radio FM en demi-fréquence à Paris. Alors pourquoi une demi-fréquence à Paris? Parce que la ressource électrique, bien qu'elle soit libre, gratuite et publique, comme je le disais en introduction, est régulée par une autorité administrative. Alors, il y a plusieurs avatars, aujourd'hui c'est l'ARCOM, et sur certaines zones, c'est plus ou moins dense et il y a plus ou moins de place. Bon, il se trouve que c'est le cas à Paris, mais dans d'autres métropoles françaises, c'est le cas à Lyon, je crois, aussi. Et c'est un modèle, par exemple, chez nos voisins allemands, qui est très usité, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 4 radios sur une même fréquence, ce qui rend les choses un peu compliquées. Bref, nous, on a réussi à choper cette demi-fréquence à Paris. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, puisqu'on l'a eu simplement parce qu'une radio est morte, celle
qui occupait évidemment la fréquence précédente, et c'était pas arrivé depuis 92 à Paris, donc 92-2018, c'est pas mal. Voilà. Et je ne crois pas qu'il y en aura d'autres avant un petit moment. Cause Commune, c'est parti d'un projet associatif qui date de 2015, qui n'était pas du tout une radio FM à la base. C'était juste l'envie de certains et certaines du collectif de 3-4 personnes qu'on représentait alors, de faire un truc un petit peu utile et un petit peu dans le sens que tu évoquais, Merlin, avec tes graines de figuier, dont j'ai perdu le nom exact, mais voilà. Puisque nous, notre propos, c'était pas d'aller en lutte contre quoi que ce soit, mais de considérer que si on avait envie de changer les choses, il fallait simplement construire un truc qui tabasse et qui rende le modèle à côté duquel on allait monter, allait le rendre obsolète, tout simplement. Et ça vient pas de nulle part, hein. C'est un architecte qui s'appelle Kortminster Fuller qui développe cette idée. Donc voilà, c'était le principe de l'association Libre à Toi que j'ai donc créé en 2015 et qui était segmenté en trois parties d'activité très spécifiques. L'idée, c'était de monter un tiers-lieu, c'était un peu la vague des tiers-lieux à l'époque, mais justement ça nous saoulait de voir que ça devenait des espaces de coworking et pas des maisons du peuple. Donc l'idée, c'était de choper ce lieu, d'y organiser un ensemble de conférences, de tables rondes, d'événements, voilà, d'avoir à côté un site internet qui éditorialise toutes ces questions et un segment audio qu'on pensait évidemment à la base comme une web radio, puisqu'à aucun moment on s'est dit qu'on allait pouvoir choper une fréquence. On a opéré tout ça pendant à peu près un an. On s'est installé à l'époque au Grand Voisin, vous avez peut-être connu, le tiers-lieu d'Europe, ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, voilà, qui est un tiers-lieu assez cool. Et on a pu expérimenter, parce qu'on avait le lieu, la production d'événements, de tables rondes, en lien déjà avec les questions liées au commun. Alors nous, on vient du logiciel libre, donc c'est plutôt les communs numériques. Mais on est allé chercher justement tous les pieds dans cette logique des communs pour aller traiter absolument tout ce qui concernait la vie de toutes et toutes, s'alimenter, se loger, éduquer, s'éduquer, etc., sous cet angle-là. En 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu la petite révolution bourgeoise de la place de la République, ça s'appelait Nuit debout. Et donc nous, ça nous a amusé d'aller planter une espèce de, je ne sais même plus comment ça s'appelle, un auvent là-bas sur la place, mais surtout pas d'être du côté des TF1 de la place, là, qui étaient à l'époque pourtant des radios censément révolutionnaires et qui étaient juste au niveau du bout de la place avec les AG interminables, je crois que Benjamin qui était dans le coin a connu ça. Bref, et voilà, où il ne se passait pas grand-chose, nous on était plutôt du côté de la statue et plein milieu là. Et notre truc, ça a été de donner la parole aux gens. Et pendant un mois, en fait, on est resté là-bas à faire des directs, alors en web radio hein, évidemment, et c'était assez amusant. Et en fait, on a expérimenté un dispositif qu'on a pu mettre en œuvre pendant les Gilets jaunes, qu'on a suivi pendant un an en manif. On a des centaines d'heures de recueil de paroles des Gilets jaunes. On a fait un petit documentaire de 2 heures. Vous pouvez aller écouter sur le site de la radio, mais voilà, qui rend évidemment pas compte de la richesse des échanges qu'on a pu avoir à cette époque. Alors je m'étends, c'est trop long. Et juste pour vous dire que... pardon. Juste pour vous dire que voilà, on n'a rien fait de magique, on y reviendra sur le reste du développement de tes questions, Merlin, mais nous on est juste allé chercher une fréquence auprès du CSA à l'époque. Là, le miracle, c'est qu'on l'a obtenu effectivement, et même l'ARCOM à l'époque, enfin, le CSA à l'époque nous a dit qu'on avait fait un hold-up, donc je pourrais vous expliquer comment ce hold-up a été possible, mais il reste possible à toutes et toutes qui veulent aujourd'hui prendre les ondes évidemment. Et désolé d'avoir été aussi. Merci beaucoup Olivier, tu as un peu anticipé sur la question d'après, mais c'est pas grave, tu seras un peu moins d'avance sur ton histoire, mais bon, à toi.
toi, Laetitia, sur la source, et ne fais pas court, s'il te plaît, parce qu'on a besoin de tout savoir sur notre épicerie à Dunkerque. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Donc, la source est une épicerie, pas comme les autres, parce qu'elle est autogérée, parce que j'ai pas l'habitude de parler en public, vous allez le voir tout de suite. Elle est autogérée, et en fait, ce qu'on aime dire à la source, c'est qu'on a pour but de mettre en place en fait la fin du mois et le début du nous. Ça, on aime bien dire ça. Quand on rentre à la source, au 7 rue de l'Abbé Choquet, c'est une maison. C'est une maison dans laquelle on paie un petit loyer qu'on a déjà négocié pas mal de fois. Et rentrer dans cette maison, c'est un peu comme rentrer dans une bulle d'air, un peu de liberté, où on essaie de mettre de côté tout ce monde anxiogène et liberticide. Et le but du jeu, c'est d'y mettre de la bonne humeur, de la joie de vivre, et puis surtout de la solidarité. Et donc, l'épicerie, on a un petit peu tous pris notre bâton de pèlerin en allant voir nos producteurs locaux. Le but du jeu, c'était de travailler en circuit court et de manger mieux, de manger moins cher, de façon solidaire et surtout transparente avec nos producteurs, puisque une des choses qui les a choqués le plus dès le début, c'est quand on va les voir, voilà, on veut créer une épicerie, mais on aimerait proposer vos produits. Par contre, votre prix sera le nôtre, on négociera pas vos tarifs. Et les premiers contacts avec ces producteurs, ça les assied, et c'est comme ça qu'on a le jeu, c'était de les respecter, comme on voulait plus se faire braquer quoi, à la sortie du supermarché. Et j'ai tellement de choses à te dire. T'as le temps. Comment? T'as le temps. J'ai le temps, ok. Et voilà, on veut créer ensemble un monde qu'on veut voir émerger à notre façon. Et donc, en fait, gentiment, avec chacune des volontés, on essaie de s'y mettre tous ensemble. Et l'épicerie, comment elle fonctionne, je le dis tout de suite? Ouais, un peu. Ok. Donc, l'épicerie, elle fonctionne sous forme d'association, autogérée, non financée. Et chaque adhérent, donc aujourd'hui, on est à peu près 150, 160 familles. Et donc, chaque semaine, les adhérents participent à la vie de l'asso. Tout ce qu'on pourrait imaginer dans une épicerie, en passant justement d'aller voir ses producteurs, tout comme faire de la comptabilité, de la mise en rayon, de la gestion de stock, de la réception de marchandises, enfin voilà, tous ces métiers qui peuvent exister dans des commerces, et bien on se les partage. Alors voilà, il existe toutes sortes de postes sur lesquels on peut s'investir dans l'asso. On essaie. Ceux qui savent faire, et ben, apprennent aux autres. Il y a plein de... voilà, il y a ça. C'est déjà beaucoup. Et puis, grâce à cette épicerie donc, qui a démarré, on a démarré dans un bureau qui faisait, je sais pas, 15 mètres carrés, une épicerie. Donc on a commencé avec de la bière. Pour pouvoir rassembler un maximum, surtout chez nous. Non, je déconne. En fait, on est autour de les personnes qui ont fait germer cette graine, en fait. On est tout simplement allés auprès de chez nous et on a commencé avec les producteurs qui étaient au bout de la rue, en fait, parce qu'on a quand même un sacré savoir-faire au niveau des producteurs en alimentation chez nous, quand même. Et donc il fallait mettre ça en avant. Et donc on négocie pas les tarifs de nos producteurs et on impute à ça une marge de 20% qui nous sert en fait à payer nos frais généraux, que ce soit notre loyer, nos assurances. Et puis on a une salariée, on a depuis plusieurs années un salarié
Et ça, c'est un gros challenge aussi. Ça nous fait une ouverture, je sais pas comment l'expliquer, une responsabilité, puis aller aussi de l'autre côté et voir en quoi avoir une mutuelle, une prévoyance, toutes ces choses-là qui sont essentielles en fait. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a, à côté de ça, la manière au départ dont on a essayé de faire connaître la source, c'était de faire des cantines à prix libre et conscient. Et donc dans ce lieu, cette très grande maison, on a la possibilité d'avoir l'épicerie, une salle commune, une grande cuisine, des bureaux pour faire de la compta, une friperie, où on apporte des denrées et les gens peuvent se servir s'ils en ont besoin. Pareil pour le fait de pouvoir s'habiller. Pareil, bibliothèque partagée, etc. Et donc on a fait ces cantines pour pouvoir accueillir les gens qui sont autour de nous, pouvoir leur présenter, donc à travers nos produits, à travers notre état d'esprit. Chez nous, il y a de l'affichage partout, anticapitaliste. On a un très long couloir qui nous amène dans la salle qui s'appelle la commune, et où il y a justement toute la genèse et tous les événements importants de la commune. On essaie d'y faire aussi de l'éducation populaire de différentes manières, soit sous forme de projection de films militants. Il y a plein de choses, je pourrais les rajouter tout à l'heure.